Yo les traîneurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve un peu dans notre décor habituel, ça faisait un petit moment et aujourd'hui, voilà, ça va être une vidéo un peu longue comme d'habitude, donc pareil, mode podcast, parce qu'on va parler du débrief de l'Infernal Trail des Vosges 200 km avec une nouvelle caméra, un nouveau dossard sur le mur et toujours mon précieux petit papier qui m'a pas sauvé la vie mais qui a été mon plus grand soutien moral pendant cette course avec Fred. Du coup voilà, je teste du coup cette nouvelle caméra, donc voilà, bon c'est un test, donc tant pis si c'est pas bien, on verra pour la prochaine fois. La première question, parce que je vous ai sollicité sur tous les réseaux sociaux pour me poser des questions, vous avez été nombreux, j'ai essayé de factoriser un peu tout ça dans des grandes questions, et la première question c'est comment ça va? Et ça va très bien, voilà. On est, je sais même pas, ça va faire quasiment un mois maintenant qu'on a passé l'Infernal Trail des Vosges. Je vous avoue que derrière ça a été très compliqué pour moi parce que genre dimanche j'ai enchaîné direct en Slovaquie, j'ai dû dormir sur les 8 nuits, en comptant l'Infernal j'ai dû dormir 30 heures, je suis parti en Slovaquie, après je suis parti en vacances à La Réunion, et du coup voilà, physiquement je me suis remis très facilement, mais voilà, enfin je veux dire, j'ai pas eu de difficulté à m'en remettre, même si j'ai très peu dormi physiquement, je me suis remis très vite. J'ai quand même une fatigue, on va dire, globale dans les jambes qui a traîné un peu plus longtemps. Voilà, là on est à un mois et ça y est, aujourd'hui je peux enfin reprendre un entraînement intensif sans subir trop les conséquences. Et globalement ça va, hein, le tout, il n'y a pas de secret, il faut bien manger, bien boire et on se remet toujours plus vite de ces grosses aventures. Pourquoi t'es pas parti sur le 30 km le dimanche? C'est une excellente question. Alors comme je disais rapidement à la fin de la vidéo débrief, je suis pas parti par plus manque de foi que d'envie ou de... Enfin non, parce que j'ai pas la foi, c'est que j'ai pas l'envie, mais de douleur ou de manque physique, c'est qu'en fait, on est rentré à 18 h, on a fini la course à 18 h, on est rentré, on a mangé, 22 h 30 au lit, on s'est réveillé à 7 h du matin, on était chaud patate, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'avais pas de courbature, j'avais pas de douleur articulaire. Franchement, j'étais très frais, j'étais pas fatigué, j'avais pas pris la grosse claque du J+. Je l'ai pas eu d'ailleurs. De toute façon, je pense que je l'ai prise pendant la nuit, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Et en fait, j'ai fait un très mauvais choix de chaussures sur la dernière phase de la course. Alors c'était un très bon choix dans le sens où c'était des chaussures très légères, très petites et avec un drop plus faible. C'était un mauvais choix parce que des pieds de 30 heures de trail, ça rentre moins bien dans des chaussures qui sont plutôt affûtées. Donc en fait j'ai les orteils qui ont pas mal frotté à ce moment-là, ce qui m'a créé des ampoules un petit peu partout. Rien de dramatique en soi, bon après c'est bien, c'est toujours bien d'avoir mal pendant un trail parce qu'au moins on se focus là-dessus et on pense pas à la distance qui reste à faire, mais bon voilà, du coup je suis pas parti, j'ai fait assistance ravitaillement autant que faire se peut d'une amie qui courait sur le toit, et là-bas je devais courir avec elle, voilà, j'ai un peu honte de ça, mais voilà, il me manquait pas grand chose pour partir. J'ai d'ailleurs voulu la rejoindre à un endroit où je pensais que la course passait, mais elle passait pas du tout par là, mais voilà, mais voilà, je pense que ça peut être envisageable. C'était envisageable d'enchaîner, mais en fait, voilà. Une autre question, c'est quelles sont les conséquences physiques d'une course? Perdu 1 ou 2 kilos? Combien de jours, semaines avant de récupérer tes genoux et cuisses? Pas de tendinite ou autre, merci. Les conséquences physiques, comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas eu de courbature particulière. En perte de poids, j'ai pas perdu grand chose, j'ai dû perdre 1 kg, mais 1 kg d'eau, comme d'habitude en fait en trail, on peut se perdre vite de l'eau, mais qu'on regagne assez facilement du coup. Mais après, il y a cet effet inverse, c'est-à-dire que le corps va, comme il était en carence pendant 2 jours, va stocker, mais alors tout ce qu'il peut. Donc c'est pour ça qu'on essaye d'avoir une alimentation à peu près saine les jours d'après la course, qui n'a pas du tout été mon cas, parce qu'étant en voyage à l'étranger, j'ai bouffé ce que j'ai pu trouver. J'ai énormément mangé, j'ai énormément bu, mais j'ai réussi à me refaire mon taux d'eau en même pas une journée en fait, à la différence de l'ultramarin où il m'a fallu 2 jours vraiment pour m'en remettre. Là c'était vraiment une journée. Les conséquences physiques, oui, après c'est il peut y avoir la fatigue, mais moi ça s'est pas trop ressenti parce que je suis resté à 100% en fait direct après la course, donc j'ai enchaîné et j'ai pas dormi plus que ça, mais bon naturellement ça s'est remis. Physiquement, comme je vous le disais, il y avait une petite fatigue musculaire un peu ouais, elle était pas violente, beaucoup moins qu'à l'UT4M, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure. Mais en gros, j'ai pu courir dès le mercredi en fait. Donc on est arrivé samedi soir et le mercredi j'ai couru toute la semaine. Et puis après je suis parti à La Réunion, donc direct on a fait du trail à La Réunion et j'ai eu aucune fatigue physique, aucune séquelle. Donc pas de tendinite, pas de douleur aux articulations, vraiment très agréablement surpris du coup d'avoir si bien digéré cette course en fait. Et d'ailleurs, je vous en parlerai tout à l'heure, mais la course est quand même...
franchement bien passé. Je m'attendais à... Enfin, ça n'a pas été la même difficulté que l'UT4M, et du coup je ferai le parallèle tout à l'heure là-dessus. Mais ouais, franchement, je suis assez surpris de la, je vais pas dire facilité parce que c'est jamais simple, mais le naturel dans lequel la course est passée, quoi. Tu as fait la course avec tes potes. Est-ce que tu crois que tu aurais fait ça d'une autre façon tout seul, un résultat qui n'aurait peut-être pas été meilleur, aussi bien, bref. Effectivement, j'ai couru avec Fred et un peu Jean-Phi, surtout Fred, hein, c'est mon compagnon de route depuis, c'est la 3e année de compagnon de route, hein. La plupart des gros dossards qu'il y a sur ce mur, c'était avec Fred. J'ai fortement apprécié la présence de Fred. C'est toujours important de courir avec lui, et je pense qu'on est à peu près égal au niveau des sensations et de ce bien-être qu'on a chacun l'un de l'autre, d'avoir l'un et l'autre. Le fait est que oui, effectivement, on a toujours ce réglage un peu... dire je passe devant, tu passes devant, je passe devant, tu passes devant, et puis on parle. Parler, ça occupe vachement. Je pense que si j'avais pas eu Fred, effectivement, il y a des endroits où, surtout au début, où j'aurais beaucoup moins couru. Et il y a surtout à la fin des endroits où j'aurais beaucoup plus marché parce qu'on se remotivait mutuellement en se regardant, on disait vas-y on court, ouais on court, allez. Et puis on repartait. Et puis quand quelqu'un est en difficulté, bah c'est un peu... Je vais pas dire enivrant, mais ça fait du bien d'aider la personne parce que du coup, toi, tu te sens un peu en forme, t'aides la personne, c'est un peu agréable comme sensation. Et puis toi, quand t'es dans le mal, tu sais qu'il y a quelqu'un qui vient te chercher ou qu'il y a quelqu'un qui t'attend un peu plus loin parce que parfois, quand on est bien, on part un petit peu devant, puis on s'attend et puis on se retrouve. Non, c'était vachement sympa comme... Non, moi, je trouve essentiel de faire ces trucs-là au moins deux parce que... Enfin... C'est pas que je le ferai pas tout seul, effectivement, je ferai un moins bon score, mais je trouve que c'est quand même beaucoup plus enrichissant de partager ça avec quelqu'un, et si vous avez la chance de trouver un partenaire de course, franchement, faites, hein, parce que c'est que du bonheur de pouvoir du coup partager ces trucs-là et d'être soutenu, et jamais se retrouver seul dans des trucs merdiques, et puis voilà, enfin on se soutient en permanence, c'est essentiel, je pense, dans ce genre d'aventure si on veut que ça se passe bien, quoi. Après, je respecte énormément les gens qui font ça tout seul, du coup, parce qu'ils ont un mental, high level, quoi. Et puis, je dis pas que j'ai des problèmes de mental maintenant, voilà, je suis fait, ça fait 3 ans, donc mon mental est quand même assez solide aujourd'hui. D'ailleurs, tu considères plus les douleurs que t'avais, genre il y a 2 ans, qui t'arrêtaient, aujourd'hui, enfin voilà, ça te passe complètement au-dessus, et puis tu profites à mort du moment, comme vous le voyez, j'ai mis un extrait, un moment qui s'appelle Inside, où j'ai oublié de couper ma caméra, et voilà, ça vous donne clairement un aperçu de l'ambiance qu'on a dans le trail, quoi. On n'est pas stressé, on prend des photos, on profite, on boit dans les rivières, et puis on se met un peu la pression à ravito pour pas trop traîner, parce que c'est là qu'on perd du temps, mais je crois qu'on en parlera après, du coup, des ravitaux. Quel était le meilleur moment de la course? Le meilleur moment de la course... j'en sais rien. Si toute l'ascension vers le grand ballon, c'était assez ouf parce que le décor était magnifique, c'était très vert, on a passé des prairies et tout, on s'est perdu d'ailleurs à ce moment-là, mais en fait on savait que c'était l'ascension la plus haute, et en fait on avait une vue mais panoramique sur pas tous les ballons, mais voilà, c'était vraiment une vue plongeante comme ça, vous voyez tous les ballons, puis après on arrive en haut du grand ballon, il faisait froid mais horrible, avec du vent, c'était un très bon moment dans le sens où c'était le plus haut sommet, je sais même pas si c'était la moitié de la course ou pas, non, c'était loin d'être la moitié de la course, c'était que 93, mais ouais, voilà, on savait qu'on franchissait un truc, et que derrière, c'était sympa. Puis il y avait plein de gens autour du grand ballon qui se questionnaient sur ce qu'on foutait là et pourquoi on avait un dossard et combien de kilomètres on faisait et tout ça. Et c'était assez marrant. D'ailleurs, on discutait avec un couple d'anglais l'espace de quelques minutes, juste en descendant vers le ravito. Et ouais, non, c'était... Ouais, franchement, et puis le meilleur moment, c'est... la douche, hein. C'est toujours on a eu un ravito, une base de ville au kilomètre 116 qui était juste extraordinaire, où les bénévoles étaient super partout, hein. Ça, franchement, grand merci à tous les bénévoles, hein. Et puis à leur gars, c'était parfait. Donc ouais, je disais, la base de vie du kilomètre 116, on a été coupé, était vachement ouf, et organisé, une team super, où t'arrivais, on te proposait de la soupe, des pâtes, on te rechargeait tes flasques, on demandait si tu voulais quelque chose et tout, c'était... Bon, c'est là où on a perdu beaucoup de temps, mais ça, je vous en parlerai tout de suite après. En termes d'équipement, pas de surprise. Non. Du coup, non, pas de surprise du tout. Donc, tout ce que j'avais prévu a bien marché. J'ai même pas utilisé ce que j'avais mis aux bases de vie en soi. J'ai squeezé des paires de chaussures aussi.
Comme je vous le disais, c'est juste l'erreur de la paire de chaussures à la fin que j'ai faite. J'aurais pas dû me mettre ça, même si ça m'a apporté beaucoup de confort et de légèreté en termes d'espace dans le pied, c'était pas ça du tout. J'ai trouvé un nouveau sparadrap parce que je sparadrape, je sais pas si ça se dit, mais mes 2 gros orteils parce que je suis très sensible aux ampoules sur la base du gros orteil, donc je strappe mes orteils. Et j'ai trouvé un petit sparadrap qui a tenu 42 heures du coup, et ça c'était parfait. Voilà pour ça, sinon non, en termes d'équipement, si je suis très content de la frontale, c'est la première fois que je l'utilisais vraiment dans des conditions de merde, enfin pas de merde, mais des conditions vraiment de nuit noire. Ok, bon, j'ai testé à La Réunion aussi, ça a bien marché, mais en courant et tout ça. Et du coup, c'était vachement important parce que j'ai eu une très mauvaise expérience de frontale sur l'UT4M, d'être rassuré sur ce point de vue-là. Et voilà, j'étais très content de ma frontale. Et voilà, si à l'occasion vous cherchez une frontale, bah, je vous conseille cette marque de frontale que je vais citer, Stutz. Frontale du coup, qui est français Cocorico. Quel était le moment où tu as été le plus dans le dur pendant la course, de là à songer à abandonner? Il n'y a aucun moment où j'ai songé à abandonner, contrairement à l'UT4M. Comme je vous le disais, la course est vraiment bien passée. J'ai eu un gros coup de mou sur la 2e nuit, j'ai failli m'endormir en courant. Je me suis endormi en courant 2-3 fois. Ça a été très pénible parce qu'on rentrait vraiment dans une partie de la course qui est dégueulasse. Il n'y avait pas de chemin, c'était vraiment du balisage à travers. Il fallait monter genre avec des arbres couchés et tout. On descendait dans de la mousse, c'était assez marrant du coup la mousse. Mais non, il n'y a pas eu de moment de gros dur où je doutais de partir, d'y arriver. Mais ça a été, la 2e nuit a été très pénible et l'allure a beaucoup chuté pendant la nuit parce que déjà on est sorti de la base de vie, on était tout seul, on s'est tapé une piste noire donc ça nous a bien calmé et derrière ça on a pris un long chemin dans de la caillasse et avec Fred on s'est mis d'accord, on s'est dit écoute on se préserve sur cette nuit là, on y va tout doucement, on marche, on courotte quand vraiment le terrain est propice à courir, mais sinon on fait pas de conneries et on y a été vraiment tout doux pendant la nuit pour dire qu'au premier rayon du soleil, dès qu'on aurait la joie qui reviendrait, le baume au cœur sous forme de lumière, on puisse vraiment repartir en pleine forme. Et c'est à peu près ce qui s'est produit parce qu'au niveau du lever du soleil, on est directement arrivé à un ravitaillement où il faisait 40 degrés dans le ravito et on s'est refait et là on est reparti vachement top parce qu'il a fait froid aussi pendant la nuit et c'est vrai que tu commences à avoir tes carences de ta alimentation pas très régulière et que du coup entre chauffer et courir, le corps préfère courir plutôt que chauffer et voilà, il y a cette petite adaptation là à trouver, mais sinon en eau et tout ça on était plutôt confort quoi. As-tu cherché à faire une place un temps parce qu'il semblerait que tu étais bien préparé? Alors j'ai fait une grosse saison, ça c'est la vengeance de la cheville de l'année dernière, un an, hein, ça se fait. J'étais bien préparé, j'ai pas cherché à faire de temps, ni avec Fred, on s'était juste dit qu'on mettrait 45 heures à la base, 44 au moment de partir. À un moment, on s'est même dit qu'on pouvait faire 41 et puis on s'est stabilisé à 42. Donc non, on n'a pas cherché du tout à faire des places. Comme je vous le dis, c'est jamais notre priorité de faire une place. Quand on part, on a au pire un temps en tête et le classement se fait de lui-même. Je veux dire, si dans ce temps-là, on arrive là, c'est cool. Mais à cette position-là, ça fait toujours plaisir. Là, on a fait 24e. Bon, c'était inespéré. J'avoue qu'on avait dans le petit coin la tête de faire un top 30. Parce que le 45 heures de l'année dernière avait fait 30e, mais le niveau cette année était un peu plus haut du fait que les conditions climatiques étaient plus propices, je veux dire, ils ont eu la pluie l'année d'avant, donc c'était plus compliqué pour eux. Mais nous, non, on a eu vraiment des bonnes conditions, hein, franchement, à part du vent sur les sommets, un peu de fraîcheur, mais globalement, on n'a vraiment pas à se plaindre de ça, quoi. C'était, non, on a eu vraiment de la chance sur les conditions météo. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais on est parti, Fred avait un 3 litres, moi j'avais un sac de 8 litres, j'avais juste une veste imperméable, des manchons et un tour de cou au cas où il ferait frais, et je m'en suis servi, certes, mais il n'y avait pas besoin de plus, quoi. Ouais, on a eu de la chance. Voilà, je pense qu'on peut juste rester là-dessus. Sachant qu'aussi au base de vie, tu mets du matos, donc bon, si besoin, tu peux régler ça comme ça.
Comment tu gères ta montre pour qu'elle tienne toute la course? Alors la montre, moi j'ai toujours ma vieille Suunto en bit 2, que je pense remplacer par une 3, mais en fait non, parce que pour l'instant elle va très bien. En fait elle a cette super faculté, bon déjà je mets l'autonomie pas au max, mais je mets la pression du GPS en moyen, comme ça j'ai 24 heures d'autonomie, et j'enregistre toutes les 30 secondes, et je mets pas le cardio, du coup j'ai 24 heures d'autonomie. J'ai rechargé la première fois ma montre à la première base de vie au kilomètre 60, c'était très tôt. Alors quand je dis recharger, c'est que en fait j'ai une petite powerbank que je fous dans une poche et je laisse ma montre connectée en courant. Tu la laisses brancher une demi-heure et puis elle est full, donc après tu ranges ça dans ta poche. Voilà, je l'ai rechargé 2 fois, j'ai dû la recharger après pendant la nuit, à base de vie on était tout seul, parce que j'avais une powerbank aussi dans mon sac. À savoir que le sac, il y avait 2 bases de vie, le 1 et le 3, où c'était exactement les mêmes sacs d'allègement, donc il fallait un peu plus triturer et bien ranger pour pas trop se poser de questions, surtout quand tu repasses au kilomètre 140 en pleine nuit et que bah, tu as déjà une trentaine d'heures de course dans les pattes. Voilà, il fallait être un peu méticuleux avec ça, mais globalement, ouais, la montre, oui, moi j'ai rechargé 2 fois et puis j'ai pas eu de soucis du coup. Je sais que Fred a perdu sa montre à la fin parce qu'il a. Je crois qu'il a rangé son chargeur ou la powerbank ou le câble et il a oublié de le reprendre. Enfin, c'est des bêtises, mais du coup, il faut être vigilant un petit peu là-dessus. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de plus avoir de montre, surtout à la fin où les kilomètres passent plus du tout et que t'as mal partout et qu'il y a quand même les gars du 60 qui passent, qui te remotivent. Mais ouais, non, c'est quand même essentiel, je pense, d'avoir une montre. Je pourrais faire des 100 km juste avec un petit chronomètre, mais là, des gros trucs comme ça, non, je pense que tu as besoin psychologiquement, même comme je vous le dis, moi, comme je vous dis, je lappe après chaque ravitaillement en fait, parce que comme la pression du GPS est approximative pour pas péter trop la batterie, en fait chaque fois que je sors d'un ravito, je mets un lap et comme je l'avais noté sur mon petit papier, le delta entre 2 ravitaux, voilà, je me fie vraiment à ça et pas au kilomètre global. Sauf pour le passage des 200, parce que le passage des 200 est un petit peu mythique, mais ouais non, puis c'est fatigant de voir des kilomètres s'accumuler comme ça, donc il vaut mieux penser à petite échelle qu'à trop grande échelle. Alors comment as-tu géré le ravitaillement et ton alimentation, cuite de ton alimentation? Les ravitaillements, c'était dit, c'est 5-10 minutes les ravitaillements, 15 minutes les bases de vie. Du coup, il y avait, je sais plus, 9 ravitaillements, 3 bases de vie, plus une base de vie sans sac. Au début, on s'est arrêté à tous les ravitaux, sauf à la fin, on s'est pu arrêter au kilomètre 188, il y avait un petit ravito, on s'est pas arrêté. En fait, on a fait les derniers 25 km sans vraiment se poser au ravito. Juste recharger un peu d'eau. L'avantage de cette course, c'est que tu as des ruisseaux un peu partout, donc si tu manques d'eau, bah, tu peux rempiler tes flasques là. Moi j'avais 1 litre d'eau avec moi et c'était amplement suffisant, sachant qu'on a eu beau, mais pas des chaleurs non plus écrasantes. Il y a juste un moment où on a monté le Grand Ballon, où je me suis ravitaillé en rivière, parce qu'il y avait une rivière et que bah, c'était propice à ça. En alimentation, au ravito, on se faisait de la petite bouffe locale dès qu'il y avait une petite soupe. On mangeait une petite soupe quand même. Il n'y a rien de mieux que la soupe hein, en ravito. Bon, des tucs. En fait, j'essaye toujours sur ravito de manger salé parce qu'avec moi, j'ai toujours du sucré et je cherche des barres salées, mais c'est très difficile à trouver. En boisson isotonique, ça existe, mais comme je prends pas de ça, voilà. J'avais pas pris, il n'y avait pas de ceinture. J'avais pas de boisson, enfin de stick salé, donc en fait j'ai tout fait sans. Donc je me dis que finalement c'est peut-être un placebo. Après je me dis que l'intensité n'était pas ouf non plus, donc voilà, peut-être que ce que je mangeais ça compensait suffisamment mes pertes en électrolytes. Mais globalement moi de ce que j'ai pris avec moi, j'ai dû manger une Clif Bar, une Mega Bar et 2 pommes potes, je crois. C'est vraiment le seul truc que j'ai mangé moi pendant la course en dehors des ravitaillements. Parce que vraiment au ravitaillement je me faisais péter le bide, d'autant plus aux bases de vie où je faisais des sandwichs, fromage, pain, pâté, non il n'y a pas de pâté mais fromage, pain, saucisson, enfin tout ça. Et à chacune des bases de vie il y avait quand même du pastis, il y avait de la mer, il y avait de la bière, enfin il suffisait de demander, c'était un peu génial. Ouais c'était bien foutu, c'est bien achalandé quoi, même les petits ravitaux étaient vachement bien achalandés, il y avait du café aussi, essentiel, et de temps en temps j'avais mis des petits saucissons, des trucs dans mes sacs de base de vie, donc je me refaisais, voilà, c'est genre tu te mets un petit gâteau d'anniversaire, j'ai mis des BN, ou qu'est-ce que j'avais pris des pépitos cette année, qu'est-ce que j'avais pris? Ouais, j'avais pris des pépitos, et voilà, le petit aliment, tu sais, qui te redonne du baume au cœur avant de repartir quoi.
Donc ouais, globalement, j'ai pas eu faim du tout. J'ai eu soif, mais pas tant que ça. Et non, franchement, ça s'est bien passé. Et la bière à l'arrivée, forcément, parce que ça, c'est sacré. Comment tu gères le repos de ce type d'épreuve? Tu fais des petites siestes aux bases de vie ou aucun post-sommeil durant la course? Comment as-tu géré la nuit? As-tu dormi? As-tu marché beaucoup? Alors comme je vous l'ai dit, effectivement, la deuxième nuit, on s'est mis d'accord avec Fred pour dire qu'on marcherait. On courait quand même, mais voilà. Et il y a un moment où j'ai somnolé sur mes pieds parce qu'on était dans un long chemin avec des cailloux. Et quand tu vois juste ta vie dans un rond frontal qui juste défile perpétuellement, c'est cassant, quoi, ça endort. C'est un peu comme on conduit sur l'autoroute quand on est crevé, quoi, c'est un peu la même chose. Du coup, non, on s'est pas arrêté pour dormir parce qu'on n'a vraiment pas ressenti le besoin. Non, on était vraiment en forme sur cette course-là, franchement. Le départ à minuit est un peu pénible parce que entre 18h et minuit, du coup, tu tournes un peu en rond, tu manges, tu fais une sieste. Enfin, c'est un peu pas mon horaire préféré pour partir. Je préfère vraiment partir à 3 ou 4 heures du matin. C'est con, mais ça a toujours 3 ou 4 heures de plus. T'as le temps d'aller te coucher tôt, de faire une pseudo-nuit. Là, on avait du coup fait une sieste un peu dans l'après-midi, on a dû dormir 1 heure. Et moi, j'ai réussi à dormir 1 heure avant la course, donc avant le départ. Et après, on est juste parti pour les 42 heures sans dormir. Parce que, non, vraiment, pas de fatigue. Parce que tant que t'es dans le moule, ça va, en fait, tu bouges. Quand il fait froid, t'as pas envie de t'endormir parce que justement, il faut se secouer un peu pour se réchauffer. Les petites pauses, ouais, franchement, on ravito base de vie du 116, on s'est arrêté 35 minutes. Je crois que c'est la pause la plus longue qu'on ait faite. Parce qu'on a pris une douche, on s'est changé un petit peu. Quand je dis à la fin de la vidéo que j'ai pas changé de slip, c'est faux, hein, j'ai changé au kilomètre 116. J'ai gardé le même short par contre toute la course parce que c'était pas, j'avais un short avec des compressions parce que je m'étais dit, tiens, il y a des compressions là, alors qu'on sait que ça sert à rien, mais du coup j'ai gardé mon short sans compression. On a changé de t-shirt à chaque fois. Et non, pas à chaque fois d'ailleurs. Mais bon, je veux juste finir avec mon t-shirt la route du trail. Mais voilà, on s'est arrêté donc du coup longtemps parce qu'on a mangé une soupe, on a mangé des pâtes, des tucs, on a refait le plein des flasques. Moi j'ai mangé mes pépitos, j'avais des saucissons, on a pris une douche. On aurait pu passer par la Casquinée, mais non, et du coup on est reparti. Et puis ça s'est bien passé. Donc c'était. Non, franchement, j'ai pas ressenti de fatigue vraiment après pendant la nuit, mais un peu de monotonie. Mais en fait, le soleil, comme je vous le dis, il y a le coup de barre à l'heure où tu vas te coucher, le coup de barre de 2-3 heures du matin qui est assez féroce. Et après, tu sens que le jour commence à se lever, il y a les petits oiseaux qui chantent et tout, donc. Même si tu vois pas le jour, tu sens que ça arrive et c'est un peu rassurant quand même. Alors une autre question qui m'a fait rire, est-ce que c'est pas étrange de se retrouver seul à une base de vie de nuit? Alors c'était assez drôle parce que donc du coup la base de vie du 140, c'était exactement la même base de vie qu'au kilomètre 58, d'où le double sac. Et 58, autant c'était ultra vivant, il y avait des gens partout, que là on est rentré dans la base de vie, donc il y a des bénévoles qui dormaient, il y avait une bénévole qui était restée éveillée, il y a la kiné qui attendait genre comme ça sur un claustrat qu'il se passe quelque chose, mais franchement il y avait 3 bénévoles, Fred et moi, et c'est super étrange de se retrouver seul comme ça dans la nuit. Du coup je crois que c'est la base de vie où on est resté le moins longtemps parce qu'on a dû rester que 10 minutes. Le temps de s'enfiler une soupe et de manger un bout de pain, mais ça donne pas envie de rester quoi, enfin il n'y a pas d'ambiance, donc du coup tu viens, tu fais ce que tu as à faire et tu repars. On aurait pu prendre des douches, on aurait pu se faire masser, tout ça, mais enfin moi je pars du postulat que plus je m'arrête, plus je prendrai du temps à repartir, et c'est pas forcément faux. Du coup j'évite de m'asseoir trop, je m'assois quand même pour un petit peu pour dire de s'asseoir, parce que ça fait toujours du bien de s'asseoir. Mais ouais, c'était un peu glauque en fait. Déjà t'arrives en pleine nuit, donc tu sais. En plus t'es déjà venu, donc tu connais l'endroit, tu reconnais. Et je me souviens qu'on l'attendait beaucoup ce ravitaillement là, parce que quand on a vu le panneau frère Joseph sur le chemin, on s'est dit putain on y arrive, ça y est. Bon c'était pas tout de suite, mais globalement on n'était pas trop loin. Et en fait, on avait plein de joie en nous de trouver de la civilisation, puis on s'est retrouvé tellement tout seul que, en fait, toute notre joie, elle s'est retrouvée un peu enfouie en nous. Et puis après, il y a une piste noire à monter, surtout. Mais non, après, il y avait des gens, je veux dire, on a discuté, c'était assez drôle, du coup, de vraiment se retrouver seul, quoi. C'était improbable. Et ouais, enfin, il y a pas eu trop de moments dans la course où on s'est vraiment retrouvé seul sans croiser personne. Je
Je pense le max de temps où on est resté tout seul, donc c'est la deuxième nuit, on aurait dû rester quand même toute la nuit sans croiser personne, effectivement. Mais la journée, non, on a toujours croisé des gens et c'était du coup plutôt sympathique quand même, même si on se faisait dépasser ou qu'on croisait des gens. Après, il y avait quand même pas mal de gens du public aussi qui étaient là, et puis des gens qui attendaient la famille ou là, les proches au ravitaillement, donc ouais, c'était plutôt sympa quand même, franchement, comme ambiance. Alors, est-ce que tu perçois une réelle différence de difficulté entre le tracé vosgien, plutôt forestier et à ses bornes d'altitude, que le tracé alpin, plutôt haut, mais pas un peu plus dégalé? Ça a été la phrase très drôle de toute la course. Faut pas que je me loque comme ça, dis donc. C'était genre, ouais, la première moitié, ça grappe, la deuxième moitié, c'est alsacien, c'est la forêt. Ça m'a fait rire parce que on s'attendait tellement à un truc plus plat, morne, chiant. Et en fait, on s'est retrouvé vraiment en difficulté parce qu'on appréhendait le machin en mode... Ouais, tu vois, t'as passé la moitié, ça va être beaucoup plus simple, sauf que, effectivement, tu vois que les ravitaux, là, ils sont tous les 12 km. Mais si tu prends le delta, enfin le ratio par rapport au dénivelé, en fait, c'est pire qu'au début, en fait. Et je voulais pas m'en rendre compte de ça. J'ai fait opposition à mon cerveau pendant tout le bordel pour toute la course en disant non, c'est pas pire, c'est pas pire. Allez, c'est que 12 avec 400, ouais, mais là on avait 18 avec 400, tu vois. Et le ratio en fait était quasiment identique et les chemins étaient beaucoup plus accidentés sur la deuxième moitié et très répétitifs en fait. J'ai eu des effets de déjà vu, mais pendant genre 3 minutes, en me disant mais je suis déjà passé par là, c'est pas possible. Mais effectivement, c'était plus sympa au début parce qu'on était sur les hauteurs, il y avait plein de choses à voir, et sur la deuxième moitié, c'était moins dégagé, donc effectivement, d'ailleurs, j'ai pas filmé ça, je suis désolé, la deuxième moitié, genre, il y a des croûtes de 10 heures, mais ça, c'est l'épuisement aussi, c'est pas qu'on n'y pense pas, mais je sais pas comment dire, tu t'y penses pas, mais t'as pas envie non plus en fait de filmer à ces moments-là. C'est pas qu'on est en difficulté, mais t'es dans ta course, t'as envie de finir, et voilà, tu focuses pas forcément sur ça. Surtout qu'au réveil, on s'est dit, vas-y, on fout un coup de boost là, on va essayer de terminer ça bien vite. Et qu'on a tenu le coup, et puis finalement pas trop, et voilà, en fait on est passé par plein de phases assez étranges avec Fred, et c'est aussi le problème quand tu cours à deux, c'est que t'es pas forcément en phase avec ce que veut l'autre à tous les moments, bien que quand t'es dans le mal, l'autre est bien, donc ça te porte, mais parfois quand l'autre veut envoyer, et que toi t'es pas trop chaud pour envoyer, bah c'est pas que ça... Non, ça crée pas de tension, mais bon voilà, il faut retrouver du coup cet équilibre. Mais effectivement, ça a été pas pénible la deuxième moitié, mais c'est vrai que ça manquait un peu de diversité. Mais bon, voilà. Tu vois, il aurait fallu peut-être avoir ça au début parce que t'es frais et que tu t'en fous, et puis à la fin avoir des gros paysages. Mais bon, il y avait quand même des grosses montées, donc ouais, non, je sais pas. Écoute, on verra, peut-être on prévoira de faire le... Je dis pas écoute parce que je réponds à ta question, mais ça n'a aucun rapport. Mais voilà, peut-être qu'il faudrait faire le tracé dans l'autre sens pour essayer. Pourquoi pas. Ou d'ailleurs, pourquoi avais-tu un carquois au début mais pas à la fin? Je sais pas pourquoi il y a un d'ailleurs dans cette question. Pourquoi il y avait un carquois? Je te dis carquois. Alors je m'étais acheté un carquois exprès, juste pour ça. Ouais, je suis victime de la société de consommation, c'est très mal. Parce que j'étais pas sûr de mon physique sur ça. Alors j'avais fait l'Ardenne Mégatrail, Niomur ou pas? Oui, là, juste à côté du coup de l'Infernal. En course de préparation, parce que en termes de dénivelé, de machin, de répétition, de montée, tout ça, c'était ça qui était pénible, là, monter, descendre, c'était un enfer. Mais voilà, c'était à peu près le même profil sur la moitié, donc on s'était dit on va faire ça en prépa. Ça préparait bien à l'Infernal, et effectivement ça a très bien préparé à l'Infernal. J'avais fait l'Ardenne Mégatrail sans bâton, du coup une semaine après, avant l'Ultramarin. Il est là. Et ça s'était super bien passé en fait. Mais voilà, c'est un 200 bornes, il y a toujours un petit doute, donc je prends mes bâtons, et puis au pire, voilà. Donc j'avais un carquois au début, j'ai jamais sorti mes bâtons, je les ai du coup rangés à la base de vie, je sais plus combien, je crois 140. Alors au moment où je me suis dit, de toute façon je les sortirai plus maintenant, je me suis pas économisé depuis le début, voilà, ça sert à rien. Donc j'ai acheté mes bâtons, et ça a été pour moi une grande victoire en soi, parce que effectivement... avec Fred, on a décidé cette année de tout faire sans bâton parce que la diagonale, il n'y a pas de bâton. Et savoir que finalement, oui, tu peux le faire, c'est très rassurant finalement. Et voilà pourquoi j'avais pas de carquois à la fin et que finalement, j'aurais même pas dû en prendre dès le début. Mais voilà, on a besoin de son petit côté rassurant en disant voilà. Mais à aucun moment, je me suis dit tiens, je vais sortir les bâtons. Donc voilà. Et puis si vous voulez, moi je vous juste mon modèle parce que vous m'avez posé la question. Moi j'ai des Black Diamond Z-Pole Black Carbon truc machin là. D'ailleurs je vais pouvoir les revendre. Non mais j'aime bien, déjà c'est des 3 brins donc ça prend pas de place.
puis il y a ce petit système que j'aime bien pour les verrouiller où tu tires le manche et puis tout s'aligne, donc c'est plutôt pas mal, voilà, pour cette type, mais c'est horriblement cher pour des bâtons. Du coup, sachant qu'en plus c'est du carbone, donc dans les gros cailloux, tu risques de les péter beaucoup plus facilement que des alus. Donc voilà, puis les machins là, j'ai oublié le nom, mais j'ai pas oublié le nom des mitaines, du coup ça fait un peu mal, donc oui, si je vous conseille des mitaines ou d'avoir des trucs personnalisés, ou mettre une petite mousse dessus. Voilà, pour la petite parenthèse produit. Est-ce que avant de te lancer dans un ultra, il t'arrive d'avoir peur de cette difficulté? Alors plus maintenant, plus du tout. Parce que je sais quand je suis avec Fred, du coup je ne crains rien. Nous sommes invincibles. Le premier ultra que j'ai fait tout seul, c'était cette année, c'était le trail des Pyramides Noires. C'est la première fois que je me lançais sur un ultra seul, sachant que ma première tentative d'ultra seul, c'est là où j'ai rencontré Fred. Donc j'ai pas fait seul. C'est super bien passé. Et puis l'Ardenne Méga Trail, j'ai fini tout seul parce que bon bref, pour des raisons qui sont pas gentilles de ma part envers mes coéquipiers. Parce que l'ultramarin, je l'ai fini tout seul aussi, mais ça c'est à cause d'une blessure. Mais non, franchement, aujourd'hui, je suis plus du tout inquiet. Comme vous pouvez le constater, de toute façon, on rate la moitié des départs sur les courses. L'ultramarin, on a dû arriver 2 heures avant le départ. Non, il n'y a plus du tout de stress avant une course. Je vais pas dire que toutes les courses se ressemblent, mais c'est complètement faux. Hein. Et tiens, j'ai même pas parlé de la... Bon, j'en reparle après. Mais c'est complètement faux, les courses se ressemblent pas, chaque course est vraiment unique, donc ça sert à rien de stresser ou de se faire tout un monde en disant là, tiens, j'ai eu des difficultés sur cette course-là, est-ce que je vais avoir les mêmes et tout ça. Le stress, ça vous induit forcément des problèmes gastriques, du stress, de la contraction musculaire, ça sert à rien, putain, c'est courir, c'est mettre un pied devant l'autre, c'est tout, c'est long, mais c'est pas violent, donc il n'y a pas de raison de pas s'en sortir, quoi. Ah bah, avec la bonne prépa, hein, j'entends. Là, on était, j'estime, être très bien préparé pour cette course-là, c'était mon 6e ultra de l'année, j'étais à autant de kilomètres que l'année dernière sur toute l'année, j'avais beaucoup plus de dénivelé, je crois, j'avais au moins un tiers de dénivelé ou 2 tiers de dénivelé de plus que l'année précédente sur la totalité, mais juste là sur 7 mois du coup. Et non, je m'étais bien préparé. En fait, j'avais fait beaucoup d'ultra trail, beaucoup de dénivelé, la week-end choc. Et en fait, le mois d'avant, j'ai fait que du plat pour refaire tourner un peu les jambes et puis m'affûter un peu plus. Et puis baisser progressivement la dose aussi de kilomètres. Août, ça a été un mois quand même à 750 km. Il y a 200 bandes de vélo là-dedans, mais ça a été un mois à 750 km. Quoi. C'est dingue, c'est ouf. Les vacances et tout, j'ai enchaîné un peu comme un porc. Et quand je dis 750, donc il y a 180 de vélo et il y a les 200 de l'Infernal. Mais sur les 30 jours précédant l'Infernal, il y a 750 km. Donc... ouais, la prépa était là je dois arriver dans les 3006 ou 3007 km sur l'année. En dénivelé, je sais pas, je dois être dans les 50 ou 60. C'est pas énorme en soi, mais c'est suffisant visiblement. Et je suis rassuré parce qu'effectivement, avec mes micro-côtes à la con de 10 ou 20 mètres, on peut quand même se préparer. Bon, après, faut faire des. C'est pour ça que je fais beaucoup de trail et que je vais en station de trail et que je fais des week-end chocs et tout ça. Mais voilà, et puis même là, en allant à la Réunion, je me suis vu pas trop mal affûté pour ce genre de truc, même si les montées durent 5 ou 6 heures. Voilà, il y a un fond qui est là et qui est pas dégueulasse. Donc voilà, avec l'entraînement, on peut tout. Alors, est-ce que, du coup, on revient sur la question que j'ai pas retrouvée. Alors, je sais pas pourquoi, je crois que j'avais écrit, mais as-tu vu une vraie différence de difficulté par rapport à l'UT4M? Alors, carrément, franchement, j'ai vraiment bien vécu l'Infernal Trail des Vosges par rapport à l'UT4M. Ou l'UT4M, déjà, j'ai cru que j'allais abandonner, genre, là. Non, l'UT4M, ça a été très pénible parce qu'on a une méthode de merde. L'UT4M, ça a été très pénible parce que c'était mon premier ultra trail 100 miles, gros dénivelé, machin truc. Et puis là, on a quand même une année d'expérience de plus. Et on est beaucoup plus préparé, on est beaucoup plus serein. Au niveau de l'alimentation, on connaît mieux, on sait ce qu'on mange, on sait comment on fonctionne. Ça a été une année extrêmement enrichissante pour moi cette année parce que
Du coup, on refait l'UT4M en 2019. Du coup, on va pouvoir comparer. Du coup, vraiment, si c'était l'Infernal qui était entre guillemets plus facile ou plus abordable que l'UT4M, mais je ne pense pas parce que là, pour avoir fait à la Réunion des 1008 ou des 2000 de D+, sur 5 ou 6 km, et que dans mes souvenirs du pas de la vache, donc le kilomètre vertical de l'UT4M, où bah, on en a quand même chié, même avec des bâtons, non, j'aborde ça, franchement, non, effectivement, je pense que l'UT4M est plus compliqué parce que tu perds, enfin, plus compliqué parce que tu perds plus de temps dans les montées, parce que c'est des longues montées, que l'Infernal, la difficulté, c'est la répétition et le terrain qui est horrible, hein, d'ailleurs, parce qu'on peut. Franchement, en termes de terrain à courir, c'est chiant. C'est vraiment pas sympa, quoi. C'est de la caillasse tout le temps, c'est horrible, ça tient pas sous les pieds. Il y a des descentes de merde. Mais voilà, c'est ce qui fait le charme de la course. Mais sur l'UT4M, voilà, on a fait 44 heures sur l'UT4M, là on a fait 42 sur l'Infernal, alors qu'il y avait 25-28 km de plus. Mais le dénivelé équivalent. Mais voilà, je pense que tu perds beaucoup plus de temps effectivement dans les longues montées parce que bah, tu t'avances pas très vite. Que là, bah, c'était toujours un peu. Même les montées n'étaient jamais trop verticales. Il y a eu des petites portions un peu plus raides, mais. Et non, je pense que j'ai trouvé la fin la plus facile parce que je suis plus ou en meilleure forme et mieux préparé. Et là, j'aborde la saison 2019 avec grand plaisir parce qu'il va y avoir des courses magistrales et très jolies. Et ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, ouais, je suis heureux. Là, je constate plutôt, en fait, en comparant l'UT4M, je suis très content de ma progression sur cette année. Voilà. Bon, une petite dernière question, une question qui revient souvent, c'est comment fais-tu pour enchaîner autant d'ultras par an? Bah, c'est pareil, là je suis en train de préparer du marathon. Et je peux vous garantir qu'un marathon, moi, ça m'explose beaucoup plus qu'un ultra trail. Et, euh, et en fait, il y a vraiment une notion d'intensité, c'est-à-dire que quand tu fais de l'ultra trail, tu développes énormément de fibres longues, des fibres d'endurance. Tu ne fais pas des gros muscles, tu fais des muscles très fins, très étirés, qui sont puissants parce qu'il faut monter, mais, euh, mais c'est pas du muscle de performance. Tandis que quand tu cours un marathon, un semi-marathon, un 10 km, il te faut de la fibre courte, de la fibre rapide, tu gardes le même rythme. Et moi là, je suis en train de casser mon rythme et refaire des entraînements ultra intensifs. Et il me faut 3-4 jours pour m'en remettre, quoi, de ces entraînements-là. Tandis que là, je vais partir ce week-end, par exemple, courir 60 bornes, mais ça va passer, mais tout seul. Parce qu'on n'est pas sur le même rythme, on n'est pas sur les mêmes intensités, et que mon corps aujourd'hui est typé pour faire de l'ultra trail. Donc comment je fais pour enchaîner autour d'ultra? Bah, je fais jamais d'une manière intensive mes ultras, même s'il m'arrive de faire des bons classements et de courir assez vite et faire des bons temps. On va dire que comparé à mon niveau physique, c'est pas de la vantardise du tout, mais je suis toujours en dessous de ce que mon corps peut donner. Donc certes, je fais des bons trucs, mais c'est parce que je pourrais faire beaucoup mieux en me cramant. Mais comme ma volonté, c'est pas du tout de me cramer pour pouvoir enchaîner autant d'ultra trail, euh, voilà, c'est une question de juste régularité. Après, bon, je pense qu'on a des gènes ou des spécificités ou des prédispositions qui font qu'on est plus apte à telle ou telle chose. Moi, je pense que j'ai un corps qui est très tolérant en termes d'alimentation, qui est très tolérant en termes d'hydratation, qui est très tolérant en termes de récupération. Et c'est un corps qui est bien préparé aussi en amont. Mais voilà, je pense que c'est un équilibre qu'il faut avoir. Et derrière, il y a des petits pièges qu'il faut pas. Enfin, c'est pas des pièges, mais il y a des petits trucs qu'il faut pas oublier, comme bien manger après une course, bien se réhydrater pour récupérer beaucoup plus facilement, et même pendant la course, bien manger, bien s'hydrater, c'est déjà gagner de la récupération en amont. En général, moi, après un ultra trail, ça m'arrive rarement de parcourir. Pardon, si la course c'est le week-end, ça m'arrive rarement de parcourir avant le mercredi, quoi. Vraiment là, je pense cette année, l'ultramarin, non, j'ai recouru direct. J'ai pas eu de soucis. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre par contre. J'ai pu recourir vite, mais j'ai été fatigué musculairement. Mais voilà. Les pyramides noires, j'ai bien envoyé. J'ai couru. Non, j'ai quand même pris une pause de 10 jours là, parce que mais ça m'empêchait pas de faire du sport, hein, je veux dire. Mais voilà, et puis là, bah, en fait, quand c'est des moments un peu creux comme ça, je fais beaucoup de vélo. Parce que c'est mon nouveau moyen de récupérer tout en gardant une activité. Et j'ai découvert le vélo de route là cette année, et puis bah, je préfère vraiment ça au VTT.
Et du coup, bah, j'incorpore beaucoup plus ça dans mon entraînement maintenant, en parallèle aussi de préparer un Ironman, du coup, donc ça se complète un peu. Ouais, voilà. Enfin, 2019, ça va être une année vraiment étrange en termes de défis. Ça, je vous en parlerai vraiment dans l'agenda du trailer semestre 1 2019. Mais ouais, il va y avoir des belles surprises là-dessus. Mais voilà, en tout cas, l'Infernal Trail des Vosges, c'est une course super. Il y en a pour tout le monde, hein, il y a vraiment toutes les distances. Donc si vous voulez y aller, allez-y. Les bénévoles et leurs gars, c'est top. J'ai vraiment un gros bémol sur le balisage parce que ça a vraiment été la merde, le balisage. Ouais, mais bon, ça, on en a parlé avec leurs gars. Le problème, c'est qu'ils mettent des petits machins comme ça avec un réfléchissant, sauf que la fixation qu'ils mettent sur l'arbre est comme ça, donc tu le mets sur une branche et que toi tu arrives comme ça, bah, du coup tu vois pas le petit réfléchissant. Donc voilà, ça a été la merde, on s'est pas mal paumé. Moins dans la nuit, parce que du coup, comme ça réfléchit, tu le vois beaucoup plus facilement, mais de jour, ouais, parfois on a vraiment cherché les rubalises et voilà, ça manquait de flèches au sol surtout. Mais bon, voilà, en gros, c'est pour ça aussi la force d'être deux. Mais globalement, c'était une belle course, on s'est bien marré, on s'est bien éclaté. Que ce soit dans le terme de fun ou physiquement. Mais voilà, en fait, il y en a pour vraiment tous les goûts, donc n'hésitez pas, c'est pas trop violent comme course, je pense que ça peut être une bonne tradition pour grimper sur quelque chose d'un peu plus hardcore avec des dénivelés, on va dire, plus longs. Mais voilà, en tout cas, je crois que j'ai plus rien à dire, et je vais arrêter de vous saouler parce que ça doit faire un moment, j'essaie toujours de faire court mais j'y arrive jamais. Ben voilà, merci pour tout ça, merci pour tous vos messages en tout cas, parce que ça a fait très chaud au cœur comme d'habitude. Je prends toujours plaisir à vous répondre, hein, même si ça me prend beaucoup de temps, mais je veux répondre à tous vos messages, vous prenez le temps de m'écrire, donc je prends le temps de vous répondre. Et puis là, on va enchaîner 3-4 trails jusqu'à la fin de la saison. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!